En fait, moi, je suis arrivé dans le Var il n'y a pas extrêmement longtemps, en septembre dernier. Je me suis installé ici pour y développer mon entreprise que j'avais fondée il y a 2 ans à Aix-en-Provence. Et j'avais passé une grande partie de ma vie précédente, de ma carrière professionnelle à Londres, où je travaillais en marketing communication pour une filiale de Vinci. Aujourd'hui, je me suis spécialisé dans toutes les problématiques d'identité, d'image, de raison d'être des entreprises, et notamment parce que je pense que c'est essentiel aux problématiques d'identité, de marque employeur et de qualité de vie au travail. Donc, je crois que vous étudiez les ressources humaines. Donc, ce sont des sujets qui peuvent peut-être vous parler sous un angle entre les. Enfin voilà, mon approche, c'est d'essayer de faire travailler ensemble marketing, communication, ressources humaines et éventuellement la direction RSE des entreprises grandes et petites. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Le plan de la conférence aujourd'hui, on va essayer de parler, de définir ce dont on doit parler. Qu'est-ce que c'est la marque employeur? Ensuite, quelques moyens pour l'employer, l'utiliser dans une entreprise. Quelques exemples ensuite de bonnes et de mauvaises pratiques et les pièges à éviter lorsque vous déployez une marque employeur dans une entreprise. Et puis, bah voilà, je répondrai à vos questions à la fin de la conférence. Mais comme je disais, autant faire ça interactif. Donc, si vous avez des questions avant, n'hésitez pas. La définition, pour commencer, c'est un concept qui date de la fin du XXe siècle, grosso modo. À l'origine, on a des domaines encore en formation, un peu cloisonnés pendant toute la deuxième moitié du XXe siècle. Les ressources humaines, la communication, le marketing, tous ces domaines sont en train de se professionnaliser dans les entreprises et restent plutôt sur leur précaré. Donc, certains communicants commencent à s'aventurer sur le terrain de l'image RH. Beaucoup de responsables de ressources humaines sont obligés de faire de la communication, ne serait-ce que pour recruter. Mais il n'y a pas encore une vraie conscience de ce que pourrait recouvrir le terme de marque employeur. La notion émerge vraiment à la fin des années 80 aux États-Unis et arrive en France une dizaine d'années plus tard. Didier Pitlet de l'agence Guillaume Tell, qui était un des précurseurs sur le sujet, a déposé le concept de marque employeur à l'INPI en 1998. Il en donne une définition alors qui me semble toujours d'actualité, la mise en cohérence de toutes les expressions employeurs de l'entreprise, interne et externe, au nom de sa performance économique. Alors depuis la loi PAC, je crois qu'on peut rajouter la performance sociétale au même niveau que la performance économique. On scelle peu à peu cette alliance entre le marketing, la com et la direction des ressources humaines, puisque le marketing doit s'adapter à des clients internes et faire en sorte que les prérogatives de la marque, qui étaient les siennes, soient cohérentes avec les besoins des ressources humaines. Au fur et à mesure que le domaine va se professionnaliser, notamment dans les grandes entreprises, les DRH vont recruter des profils à tonalité beaucoup plus marketing et communication afin de réaliser des études, de se positionner par rapport au marché de l'emploi de plus en plus, de gérer les sites Internet, notamment les pages carrières, puis les réseaux sociaux qui prennent une importance au fur et à mesure dans les années 2000. Le métier de DRH doit rendre compte de plus en plus de la nécessité de réussir un recrutement, et pas seulement le recrutement, mais toute la période qui suit, ce qu'on appelle l'onboarding, c'est-à-dire l'accueil des nouvelles recrues. Et il va falloir avoir des politiques de rémunération à la performance qui soient en accord avec un positionnement bien défini, avec les valeurs de l'entreprise. Bref, tout ce processus est de juger de plus en plus déterminant pour conserver les meilleurs recrues. L'explosion des réseaux sociaux, donc à la fin des années 2000, va rendre la marque employeur totalement incontournable. La communauté des employés présents et passés s'exprimant en permanence via ces réseaux sociaux. On va y revenir, des réseaux sociaux classiques que vous connaissez tous, mais aussi des sites dédiés comme Indeed et Glassdoor où les gens vont venir noter leur entreprise. La suite, si on veut essayer d'avoir un cheminement logique, les cibles de la marque employeur, sont les salariés actuels qu'on oublie peut-être un peu de temps en temps et bien entendu les candidats potentiels. Alors au départ, on va chercher à attirer, on va préparer des messages pour qu'ils attirent telle ou telle cible particulière, on va les diffuser via des campagnes marketing, via du SEO, via des blogs, via des sites carrières. On va ensuite chercher à convertir, c'est-à-dire
amenés à des candidatures, que ce soit via des annonces ou via des candidatures spontanées. Puis, la phase de recrutement en elle-même va commencer à travers un process qui se doit, on va y revenir, d'être le plus détaillé possible, le plus uniforme pour donner une image qui soit cohérente avec l'image qu'on veut véhiculer. Fidéliser, enfin, grâce à des questionnaires réguliers, grâce à des prises de parole sur les réseaux sociaux, la mise en valeur d'exemples de collaborateurs. L'idée, c'est de faire des employés d'une marque des véritables ambassadeurs. Vous avez dû sans doute en entendre parler, l'employé advocacy, les employés ambassadeurs de la marque. Donc, en résumé, une marque employeur, c'est l'image d'une marque en interne, en externe, et elle fait partie intégrante de l'identité globale de l'entreprise, de son ADN. C'est pour ça qu'il nous paraît totalement, dans mon cabinet de conseil, il nous paraît totalement indispensable de travailler ces sujets quand on retravaille l'identité, parce que la cohérence ne sera pas là si on ne le fait pas en accord entre la communication, les ressources humaines et, si possible, les autres grandes directions de l'entreprise, en premier lieu, les directions RSE ou développement durable. Si vous décidez parce que si vous ne faites pas tout ce travail de cohérence et d'alignement, vous allez avoir une grave dissonance, et ça on le vit dans certaines entreprises malheureusement, où l'image interne et l'image externe n'est pas forcément extrêmement cohérente, où les ressources humaines sur la page carrière vont communiquer sur des valeurs qui ne seront pas celles sur lesquelles la communication corporate va communiquer de son côté. Et ben, ça nuira forcément à l'image globale de la marque. Il n'y a rien de révolutionnaire derrière ce que je suis en train de vous dire, ni derrière même le terme de marque employeur. Ce sont des concepts, au final, qui ont déjà plusieurs années. Il ne faut pas gonfler ce concept parce que ça ne lui rend pas service. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le numérique, qu'on appelle aujourd'hui digital, a accentué tous les phénomènes de viralité. Le buzz, qu'il soit positif ou négatif, il va être instantané parce que on a tous des réseaux assez importants et une nouvelle, dès qu'elle va être amplifiée via les réseaux sociaux, va toucher beaucoup plus de monde que ça n'en touchait auparavant. D'où l'importance de travailler sur la construction d'un ADN solide au sein duquel la marque employeur s'intégrera parfaitement. Alors, pourquoi faire tout ça? Il y a une volonté d'identification de l'entreprise depuis les années 2000 grâce à des avantages. L'intérêt du travail, en premier lieu, un environnement attractif, une place laissée à la créativité. Au niveau RH, on a besoin d'un environnement stimulant, lié à l'esprit d'équipe qu'on va savoir développer dans son entreprise. Les autres avantages sont économiques, bien entendu, c'est ceux qui viennent souvent en premier en tête, la rétribution, la sécurité de l'emploi, les opportunités de promotion, et de plus en plus une importance primordiale donnée au développement personnel, la reconnaissance au travail, la confiance dont les managers vont faire preuve dans leurs équipes, les possibilités d'évolution de carrière. Et enfin, dernier point essentiel, la transmission des savoirs par une mise en avant des compétences, que ce soit sur le savoir ou le savoir-être. L'objectif recherché par les entreprises dans tout ce travail, il est assez simple, hein, c'est une différenciation. On a affaire à une guerre des talents. On a bien vu avec le mouvement de Great Resignation qui vient des États-Unis que beaucoup de métiers en ce moment font face à une pénurie extrême de gens qui ont décidé de changer de métier. Et donc, travailler sa marque employeur, ça peut permettre de faire les efforts nécessaires à l'adaptation aux attentes des nouvelles générations, dont vous êtes le meilleur exemple. Alors, l'hypothèse qu'on peut faire, je ne sais pas si elle se vérifie encore totalement, mais c'est qu'il y a une inversion petit à petit du rapport de force entre l'employeur et l'employé, que garder les compétences, c'est de moins en moins facile, d'où l'importance d'avoir en tête ces enjeux-là quand on a une fonction RH au sein d'une entreprise, ce qui sera sans doute bientôt votre cas.
Au niveau des enjeux, il y a bien entendu la rétention. Garder vos talents, c'est primordial dans le contexte actuel, c'est ce que je disais, avec le vieillissement de la population, l'entrée de nouvelles générations sur le marché du travail, le télétravail depuis la crise sanitaire, les réseaux sociaux. Les enjeux sont véritablement décuplés. Et voilà, j'en ai déjà parlé, la crise sanitaire a fait exploser vraiment cet enjeu de rétention. D'après des études sur le sujet, les raisons pour lesquelles la Great Resignation dont je parlais ont lieu sont liées à deux raisons principales. La perte de sens liée au manque d'autonomie ou à l'absence d'impact sur les sujets qui tiennent à cœur des employés. Et le deuxième sujet très important, c'est le management toxique, qui est lié à cette perte de sens, mais qui nécessite des solutions dont on pourra éventuellement parler plus tard. Alors, quelques chiffres supplémentaires, je ne vais pas vous en donner trop, mais 90% des collaborateurs changeraient d'emploi pour une entreprise ayant une meilleure réputation. 80% des recruteurs déclarent que la marque employeur attire les talents. 70% des millennials se servent des réseaux sociaux dans l'évaluation de l'entreprise pour laquelle ils candidatent. C'est la première chose qui est faite assez régulièrement. Et un employé sur deux, au moins, parle de son entreprise sur les réseaux sociaux. Je pense que ce chiffre est sans doute assez sous-estimé. D'où l'importance de travailler ces sujets. 83% des embauches commencent par une recherche en ligne sur l'entreprise. Donc voilà, indéniablement, on ne peut pas se passer de réfléchir à sa présence en ligne et ça fait partie de ce travail sur son ADN et sa marque employeur. 67% des candidats seraient prêts à accepter un salaire moins élevé si l'entreprise a une bonne réputation en ligne. Ça aussi, ce sont des chiffres importants dans les rapports avec la direction générale. Quand ils demandent l'importance qu'il y a à dépenser un peu plus pour son attractivité, ces chiffres-là, je pense qu'ils peuvent vous servir à négocier des budgets. Et pour revenir sur le phénomène de viralité dont j'ai un petit peu parlé tout à l'heure, on a tous appris ce que ça voulait dire, la viralité, il y a 2 ans, le taux de reproduction d'un virus, etc. Pensez que cette vitalité à propos de votre marque, elle peut vous apporter le meilleur comme le pire, d'où l'importance stratégique de travailler tout ça en profondeur sur votre identité et bien entendu sur votre marque employeur via la QVT. Parce que 100 employés ambassadeurs, avec un réseau chacun de 500 amis, c'est une audience potentielle de 500 000 personnes tous les mois. C'est assez démentiel par rapport aux chiffres qu'on pouvait connaître il n'y a qu'une vingtaine d'années. Les services publics se sont employés à développer une stratégie sur ce sujet aussi. Donc, quand même l'État y arrive, ça veut dire que c'est vraiment rentré dans les mœurs. Et voilà, il y a tout un effort particulier qui est fait en ce moment sur ce sujet au sein des services publics pour développer une marque employeur service public. Je pense que c'est un domaine où il y aurait énormément d'enjeux et de sujets. On le développera pas parce que là, ma présentation se doit d'être assez généraliste, mais c'est un sujet en lui, un sujet propre, la marque employeur des services publics. On va passer aux moyens et aux outils. Comment mettre en place une marque employeur? Alors, il y a quelques grandes étapes que je vais développer. C'est pas très lisible, donc c'est pas grave. Je vais le développer. Identifier vos cibles, faire un persona de vos candidats, les candidats clés que vous voulez convaincre de vous rejoindre. Il faut aller plus loin que le simple profil, âge, formation, expérience. Il faut identifier les motivations, les aspirations et les stratégies de recherche d'emploi. Et puis, pour un persona de collaborateur, ensuite, il va falloir avoir différentes typologies de salariés. Qui sont-ils? Qui sont-elles? Comment les décrivez-vous? Qu'aiment-elles? Qu'aiment-ils faire? Qu'est-ce qui les fait rester chez vous? Bref, il faut bâtir un discours d'employeur. Créer une punchline qui parle à la fois aux salariés et aux candidats et qui va falloir ventiler de la bonne façon sur l'ensemble des réseaux sociaux.
Créer une charte, parmi les bonnes pratiques, créer une charte éditoriale des ressources humaines en accord avec la direction communication me semble aussi un très bon point, parce que vous allez avoir ainsi une tonalité qui va être cohérente, les différents sujets à aborder, quelques mots-clés, la typologie des contenus à produire suivant les médias. Et puis, voilà, vous aurez des articles, des témoignages, des vidéos, des podcasts. Beaucoup d'imagination est possible pour développer cette expression en tant qu'employeur. Il va falloir aussi définir les canaux de communication prioritaires. Alors, soit les blogs, soit l'intranet, soit les réseaux sociaux internes et externes, une page carrière en phase avec la ligne éditoriale dont j'ai parlé précédemment. On va présenter les métiers, on va présenter les valeurs. Va y avoir bien entendu les salons professionnels. Si votre entreprise est en phase de recrutement, ça va être intéressant de cibler quels salons professionnels vont être intéressants pour venir défendre la connaissance de votre marque. Et puis, vous pourrez avoir aussi un planning de diffusion des contributeurs, des contributrices en externe qui vont alimenter régulièrement la communication autour de votre marque. Donc, il y a toute la partie sur la gauche que vous contrôlez, la page carrière, les annonces de poste, le site internet, la culture et les valeurs de l'entreprise, la communication avec les candidats. Il y a ce que vous allez pouvoir influencer, les avis sur l'entreprise en fonction de la culture que vous aurez fait naître, les témoignages des collaborateurs, l'activité sur les réseaux sociaux. Et puis, il y a ce que vous ne pourrez pas vraiment influencer directement, mais tout le travail au préalable va servir ces enjeux de perception du public et puis de prix et de récompense, le cas échéant, pour la qualité de la vie au travail de vos collaborateurs. Donc voilà, ce schéma, juste pour rappeler à quel point c'est fondamental de penser à toutes les étapes de l'onboarding avec l'importance des rapports d'étonnement jusqu'au départ de l'entreprise, l'offboarding, l'entretien de sortie et, si possible, penser à alimenter un réseau d'alumni de votre entreprise quand vous en aurez rejoint une, si vous faites ce choix-là. Parce que la façon dont les ex-Apple, ex-Facebook et d'autres marques, la façon dont ils le mettent en avant d'être passé chez ces marques est en soi un gage de réussite énorme de la marque employeur des marques en question. Ils l'affichent sur LinkedIn, ils l'affichent un peu partout et c'est un argument pour les recruter. Donc, si vous arrivez à recréer ça dans une entreprise, peut-être pas à ce niveau, mais au moins à un niveau plus modeste, déjà, c'est une belle réussite. Alors, au niveau des outils pour aller recruter, je vous ai ressorti le top 8 des job boards les plus visités par les candidats en France. Sans trop de surprise, Pôle emploi arrive en premier avec 10 millions de visites mensuelles, suivi par Indeed, 6 millions et demi, Région de Job, 2 millions, Jury de travail aussi autour de 2 millions. Le Bon Coin Emploi, on n'y penserait pas forcément, mais arrive à rassembler près de 2 millions de visites aussi, de visiteurs. Météo Job, le CIDJ et l'APEC sont donc ces sites qui réussissent à réunir plus d'1 million de visiteurs. Alors, vous avez aussi des outsiders comme Option Carrière, qui est un moteur de recherche qui cherche à aller chercher les annonces sur les autres sites. Et puis, vous avez les grands géants qui ne font pas que de l'offre d'emploi, que vous connaissez sans doute, Monster, LinkedIn, qui sont des incontournables. Et puis, vous avez Quel Job, Cadre Emploi, voilà, tous ces sites, il va falloir analyser quels sont les plus adaptés à votre cible. Là encore, on ne peut pas détailler, mais celui dont je voulais vous parler un tout petit peu plus particulièrement, parce que sur les générations actuelles, quand on veut recruter des talents, il paraît incontournable, peut-être pas pour diffuser vos annonces chez eux, mais au moins pour aller s'inspirer du travail qui est fait. C'est Welcome to the Jungle, vous connaissez sans doute.
la façon dont ils présentent les choses, on y reviendra tout à l'heure avec un exemple, est toujours extrêmement clair, extrêmement dynamique, avec des portraits des collaborateurs. Enfin voilà, généralement, c'est un exemple de ce qu'il faut faire pour mettre en valeur la culture de votre entreprise. Ensuite, on a Indeed et Glassdoor et GoWork dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont des sites sur lesquels on va aller noter son employeur ou son ex-employeur en partant. Et en tant que candidat, ben, généralement, ça peut être intéressant de savoir ce que les employés ont pu mettre. Donc, c'est un monitoring. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne le font pas. Pourtant, un monitoring de ces sites semble absolument primordial pour essayer de comprendre ce qui peut se passer quand des opinions négatives sur son entreprise ressortent sur ces sites. Et puis ben, voilà, il y a toute la galaxie des autres sites internet, de TikTok à Instagram, etc., sur lesquels on peut avoir une stratégie propre, dédiée à réfléchir avec la direction marketing et communication qui connaît bien tous ces leviers et pourra vous conseiller en fonction de vos besoins, de vos recherches. Il y a les classements ensuite, j'en ai un tout petit peu parlé tout à l'heure. Alors j'en ai mis une sélection des plus connus, le Great Place to Work par exemple, ou l'Happy Index at Work font un classement des entreprises qui se base généralement sur des enquêtes auprès des collaborateurs. Et en fonction des résultats des enquêtes, ils arrivent à dresser toute une liste d'entreprises en fonction de leur mérite réel ou supposé. Donc voilà, la méthodologie, on pourrait en discuter. C'est intéressant en tout cas de connaître et de s'inspirer de tout ce qui est fait, histoire de savoir si ça correspond à votre... lequel de ces classements peut le mieux correspondre à votre culture d'entreprise. Il y a d'autres outils qui sont plus détaillés et qui vont vous permettre, si vous le souhaitez, d'aller enquêter sur l'atmosphère managériale en interne. Ce sont des outils d'enquête. Alors, j'en ai sélectionné deux, le DIAG, Diag & Grow. Il y a pas mal de jus de cerveau, d'experts, de chercheurs qui ont été faits pour faire, qui ont été nécessaires pour faire tout un questionnaire sur plusieurs thèmes qui va permettre, en interrogeant vos collaborateurs, de savoir comment se porte votre entreprise, grosso modo. Et ça me semble un outil utile, voire même essentiel pour la gestion au quotidien de sa marque employeur et la rétention. Autre outil qui peut être utilisé soit dans la gestion quotidienne, soit au moment du recrutement, Work Well Together, qui propose à la base d'intelligence artificielle de déterminer des profils types pour savoir si tel ou tel employé vont bien collaborer ensemble ou s'il vaudrait mieux les mettre dans une autre équipe parce que telle équipe est constituée de personnes qui sont plutôt comme ça ou comme ci. Voilà, c'est juste pour la culture générale, ça peut être intéressant de savoir que tous ces outils existent, qu'il y a beaucoup de startups. Il faut un test de personnalité. Il faut un test de personnalité qui a assez peu de questions, mais étonnamment, j'ai testé sur moi-même et puis sur pas mal d'entreprises. Étonnamment, les résultats sont assez intéressants parce qu'il y a assez peu de questions. Ça paraît quand même un sujet à caution, mais les résultats sont assez intéressants. C'est pour ça que je l'ai sélectionné, même si ça peut être, par rapport à l'ampleur du sujet, ça peut être anecdotique. Dernier point sur lequel je voulais insister, ce sont les labels et la RSE. Je pense que dans les leviers pour la marque employeur au XXIe siècle, on peut plus se passer de réfléchir en termes de performance durable. Et c'est pourquoi je donne juste trois exemples. B Corp, le grand label américain si vous êtes dans une entreprise internationale. Pour les entreprises françaises, il y a deux labels Made in France, comme le dit Positive Workplace, qui me semble intéressant d'étudier en fonction de vos spécificités, mais qui vont vous permettre, la spécificité de Positive Workplace, c'est qu'il va interroger vos fournisseurs et sous-traitants sur votre performance RSE. Et ça me semble voilà, des outils intéressants à connaître, là encore, pour travailler en partenariat
avec la direction RSE et la direction marketing pour que les choses se mettent en place de la façon la plus puissante possible en termes de transformation et d'attraction des talents. Quelques exemples. On a l'exemple de TikTok et de la SNCF. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais de façon extrêmement innovante, la SNCF a voulu utiliser TikTok. Vous pouvez aller voir en tapant les mots-clés TikTok SNCF si ça vous intéresse, la façon dont ils l'ont fait. Il y a du plus classique, des films vraiment beaucoup plus classiques de marque où on voit le quotidien, comme celui avec la pelleteuse, on voit le quotidien d'un travailleur de Colas dans ses activités quotidiennes. On a l'utilisation des hashtags sur Instagram ou sur les autres réseaux sociaux pour essayer de mettre en valeur certains postes particuliers pour lesquels on veut avoir certains types de talents. Bref, il faut de l'imagination. Et comme je l'avais dit, on peut revenir sur un exemple. On ne va pas passer en entier. Un exemple de ce qu'on peut faire sur Welcome to the Jungle avec la page de Covea. Vous avez quelques chiffres clés. Vous avez la présentation, un discours assez clair sur qu'est-ce qu'ils recherchent, les derniers jobs et des photos des locaux, la présentation des valeurs, la présentation des marques. Bref, je pense que pour de l'inspiration, Welcome to the Jungle, c'est toujours une bonne chose. Et je vais finir l'exposé sur quelques pièges à éviter. Alors, le premier, bâtir une équipe 100% composée de gens qui ont un parcours ressources humaines totalement. Un projet de marque employeur, il doit être mené par vous, c'est clair. Là-dessus, il n'y a pas de débat. C'est la fonction RH qui est en lead. Mais si vous en avez l'initiative, il ne faut pas oublier de faire porter tout ça par d'autres fonctions de l'entreprise. Parce que si on veut que ce soit réussi, vous devez communiquer avec les gens intégrés dans le business, dans les différentes directions, métiers, de manière transverse, et puis bien entendu avec un support opérationnel comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, de la direction marketing communication et de la direction RSE éventuellement. C'est ça qui va vous permettre de faire en sorte que tout votre projet, il va trouver de l'écho en interne, parce que s'il n'est pas basé sur le vécu des directions opérationnelles, malheureusement, ça sera trop séparé de la réalité quotidienne vécue. Deuxième erreur assez fréquente, créer une marque qui soit trop artificielle. On veut se différencier coûte que coûte, alors on va déroger à ses valeurs. Ce que les candidats recherchent de plus en plus, je crois que vous serez d'accord avec moi, à l'heure actuelle, c'est l'authenticité. Donc voilà, il faut garder ce mot bien en tête. Une autre erreur, zapper les impacts internes. C'est un formidable levier d'engagement en interne, surtout lorsque le projet il est mené par des ambassadeurs, comme on en a parlé, des volontaires parmi vos collaborateurs. Vous aurez un impact sur vos équipes beaucoup plus important si vous leur permettez à ces ambassadeurs de s'exprimer et de porter la marque. Quatrième erreur, mettre sa marque employeur en stand-by. J'arrête de recruter, il n'y a plus de besoin, donc plus de marque employeur. Non, s'il faut insister avant chaque période de recrutement, bien entendu, c'est une erreur de croire qu'il faut la mettre totalement en sommeil lorsqu'on ne recrute pas la marque employeur. Les candidats, ils sont constamment en recherche d'informations, en veille sur les actualités des entreprises. Et vous avez tout intérêt à convaincre vos dirigeants que développer sa marque employeur tout au long de l'année, c'est ça qui va assurer de rester dans l'esprit des candidats lorsqu'ils vont préparer une mobilité future pour avoir et générer les meilleures candidatures spontanées potentielles. Enfin, se passer d'une expertise locale. Si vous êtes dans un grand groupe international, des fois, il y aura une volonté potentiellement de tout vouloir contrôler depuis le siège social, qu'il soit à Marseille, à Paris ou je ne sais où. Quand vous allez avoir des besoins locaux, il faut faire appel aux opérationnels locaux pour vous aider à encadrer la campagne.
C'est vraiment un point clé de la réussite. Voilà. Donc, c'était les principaux exemples. Il y en a quelques-uns. Vous aviez peut-être entendu parler à l'époque des gros couacs de marque employeur. L'hypermarché Cora qui avait licencié une caissière. À l'époque, ça avait fait un énorme bad buzz. Donc ça, c'est vraiment les erreurs à éviter. Un équipier de Quick qui avait là aussi, ça s'était fini aux tribunaux euh, parce qu'il avait fait des accusations assez graves sur Twitter. Voilà, il faut essayer d'éviter le plus possible d'en arriver à ces extrêmes-là. Donc de canaliser quand c'est possible, comme Monoprix aussi qui avait mis à pied un salarié pour des raisons assez obscures. Bah voilà, si vous voulez pas être en mode réactivité, il faut avoir travaillé en amont sur les sujets vus précédemment. Voilà, je vais arrêter un peu de parler, vous écoutez. Ah, ça dépend vraiment de ce qui a été fait en amont. Si le travail a été fait en amont, généralement, le bad buzz ne laissera pas forcément des traces durables parce qu'on va faire une réponse authentique, parce qu'on aura des managers qui vont être formés à prendre la parole dans les médias et à éteindre l'incendie relativement rapidement. Par contre, si le travail a été mal fait en amont, s'il y a des messages conflictuels, des services qui se sont pas parlé, là, on peut être à peu près sûr que la trace va être durable et l'image va être entamée pour très longtemps. Donc voilà, je pense pas qu'il faille tout refaire, mais ça peut valoir le coup de voir ce qui a dysfonctionné pour se concentrer sur les problématiques qui ont été exposées à l'occasion du buzz en question. Ah bah, je pense que c'est déterminant. Le premier contact d'un candidat, suivant si c'est avec vos équipes qui ont reçu la formation adéquate ou si c'est un cabinet de recrutement qui prête des centaines de candidats de façon impersonnelle. Je dis pas que les cabinets de recrutement c'est mal, ça peut être au contraire l'occasion. En tout cas, c'est ça qu'il faut faire. Si vous décidez, parce que vous n'avez pas les ressources internes, de faire appel à un cabinet de recrutement, bah, il va être essentiel de leur transmettre un cahier des charges extrêmement précis, détaillé de vos attentes en tant qu'employeur sur la façon dont le processus doit se passer afin d'essayer, on n'est jamais sûr à 100%, mais afin d'essayer de faire en sorte que l'image véhiculée par le recruteur externe soit exactement de même qualité que si c'était un recruteur interne, à savoir assurer qu'il y ait des réponses pour chaque candidature et assurer une certaine harmonie de traitement entre tous les candidats. Bah, c'est une bonne question. Oui, l'offboarding c'est généralement lié à la façon dont quelques anciens employés vont vouloir faire vivre ce réseau. Généralement, sur WhatsApp, sur LinkedIn, sur Facebook, il peut y avoir des groupes d'anciens d'une entreprise qui continuent de vivre des années et des années après que les employés et quitter l'entreprise. Et c'est la preuve qu'ils étaient dans une entreprise où il y avait une culture d'entreprise extrêmement forte. Alors, c'est très difficile à maîtriser, bien entendu. Je ne vais pas vous dire que vous allez réussir à maîtriser ce phénomène. Par contre, vous pouvez, dans la mesure du possible, encourager tout le travail dont on a parlé précédemment, en espérant que certains éléments auront cette capacité à faire vivre des choses, y compris après. Et vous pouvez aussi avoir un événement une fois tous les X années où vous réunissez aussi vous continuez d'inviter des anciens pour montrer qu'ils font encore partie d'une certaine façon de la communauté de votre entreprise. Ah bah c'est sûr qu'une petite entreprise jusqu'à 20 personnes, tout est lié
à la personnalité du dirigeant, je pense. Donc c'est extrêmement difficile parce qu'on a souvent la tête dans le guidon avec des priorités qui sont tout le temps le chiffre d'affaires, la rentabilité, pas perdre de temps par rapport aux objectifs qui sont vraiment sans cesse là. Donc c'est extrêmement complexe. Après, c'est possible dans les petits, c'est pas forcément en termes de nombre de salariés, c'est aussi en termes de chiffre d'affaires et de moyens, parce que ça nécessite forcément de mettre des budgets. Et vous pouvez avoir que 10 ou 15 employés, mais vous êtes une start-up qui vient de faire une levée de fonds de 25 millions, 250 millions, et vous dites, bon, c'est peut-être important que je commence maintenant, alors qu'on n'est que 15, à mettre en place des principes, des valeurs, des choses qui nous tiennent à cœur pour que ce soit encore là dans 10 ans quand on sera 150 ou 200 ou 500. Euh, voilà, donc il n'y a pas que la taille en nombre de personnes, il y a aussi les budgets nécessaires et n'ont pas forcément certaines petites PME malheureusement. Oui, ça c'est une réalité incontestable, indéniable. C'est extrêmement dommage parce que des fois, il ne suffit pas forcément d'avoir de gros budgets, c'est surtout d'être créatif, de savoir saisir les opportunités, de donner la possibilité de s'exprimer à un collaborateur qui, lui, sera passionné par le sujet et va le faire parce que sur son temps libre. Mais les processus étant ce qu'ils sont, c'est pas toujours facile d'obtenir ça. Pourtant, c'est la recette du succès de ces démarches. C'est pas forcément de prendre la meilleure agence spécialisée dans la marque employeur, etc., pour faire une campagne qui sera de toute façon assez éloignée du réel de l'entreprise la plupart du temps. Non, des fois, c'est juste du bon sens, de la liberté, de la créativité donnée aux équipes. Euh, voilà. C'est toute la difficulté. Ils ont souvent en interne des ressources qu'ils aimeraient, mais ils sont dans des process extrêmement rigides et leur faire comprendre ça, c'est pas toujours facile. Ça fait partie de mes enjeux de leur dire, bon, ça va pas forcément vous coûter des centaines de milliers d'euros, mais on va essayer de faire un travail, ne serait-ce que pour commencer sur votre identité, pour voir un peu qui vous êtes, aller écouter les gens, aller repérer qui a envie de s'exprimer. C'est sûr que ça coûte pas forcément très cher et c'est très utile, mais il faut commencer par convaincre, ce qui n'est pas toujours facile. Moi, je pense que c'est tout à fait possible de s'en sortir avec moins de moyens. On ne peut pas s'en sortir forcément de la même façon que une entreprise qui a des millions de budget marketing et communication juste pour pour ce sujet-là. N'empêche qu'avec de la créativité, je pense qu'il y a de la place, il y a beaucoup de place à prendre parce que malheureusement, il y a beaucoup de choses qui sont assez ternes, assez transparentes. Exactement, mais il faut essayer de favoriser ça idéalement pour que ça franchisse un peu des frontières et puis écouter beaucoup ce qui se dit en interne pour corriger, parce que surtout en France, on est quand même un pays de râleurs, donc les gens s'expriment plus quand ils ont quelque chose à critiquer que quand ils sont contents. Donc il faut essayer de comprendre les leviers sur lesquels on peut faire progresser sa marque, parce que tout de suite, quand on arrive à faire s'exprimer les gens de façon positive sur leur expérience, ça a beaucoup de valeur. Là où il y a du télescopage, c'est dans les grands groupes qui aimeraient bien tout contrôler et qui n'acceptent pas la prise de risque et qui n'acceptent pas d'aller au bout de la confiance nécessaire. Après, bon, peut-être que je suis provocateur en disant ça, mais c'est mon point de vue de personne qui a travaillé longtemps dans un grand groupe. Les marges de manœuvre et la confiance dont on fait preuve limitent tellement l'expression des collaborateurs que forcément, il y a un moment où ça rentre en conflit avec ce qu'on va chercher à raconter en externe. Ça, voilà, moi je pense que si on fait confiance, les employés, et si on leur fait confiance, ils vont avoir tendance
à s'exprimer de façon positive, justement parce qu'ils vont vouloir être dignes de cette confiance. Mais après, voilà, le débat sur l'entreprise libérée qui se profile par derrière, c'est une étape supplémentaire. Je ne sais pas si c'est au programme de votre master, l'entreprise libérée. La fossé, c'est difficile, mais ce qui rend extrêmement complexe les choses dans une grande organisation, c'est la taille, parce qu'il y a énormément de structures, de sous-structures, de filiales et de centres de profit, et que la culture d'entreprise dans chacun de ces centres de profit va être extrêmement différente parce qu'elle va être liée aux managers locaux. Donc avoir une image de marque employeur globale pour ces grands groupes, ben, il y a certains endroits où elle va être très bonne parce qu'il y aura une direction dynamique qui laisse les choses se développer, et dans d'autres endroits, elle va être au contraire beaucoup plus mauvaise parce qu'il y aura des managers toxiques et la même entreprise sera soumise à ces deux extrêmes. Bah, il y en a qui peuvent décider de l'être naturellement. Le but de marque employeur réussie, c'est que tous vos employés soient vos ambassadeurs. Après, bien entendu, il y en a qui auront certaines qualités d'expression orale ou écrite que vous allez pouvoir éventuellement repérer et mettre en avant sur vos réseaux sociaux via des petites vidéos pour aller filmer leur quotidien. Enfin, bon, bref, il y a plein de choses à faire, mais c'est sûr que choisir de mettre en avant des gens qui sont à la fois volontaires et à la fois qui s'expriment bien, c'est quand même un plus. C'est ça. Non, non, il n'y a pas un rôle spécifique, c'est juste essayer d'identifier les bonnes personnes, mais il faut que ce soit des salariés normaux, sinon ça marche plus. C'est trop artificiel sinon. Bah, je pense que c'est déjà en partie le cas, mais après, c'est à vous de faire la différence entre une image artificielle, même sur Welcome to the Jungle, on sent bien qu'il y a des agences qui ont été policées certains trucs, mais après, on s'en rend compte souvent qu'on c'est pas authentique. Et puis, on va sur Glassdoor, on va sur Indeed, et puis on lit des avis, et on se dit, les valeurs, elles ont pas l'air d'être totalement en raccord avec ce qui se dit. Donc, je crois qu'en monitorant les réseaux sociaux, on arrive quand même à trouver des informations. Après, voilà, il faut se méfier aussi et pas écouter simplement les détracteurs. Mais s'il y a que ça, sans doute y a-t-il un problème, soit sur la charge de travail, soit sur la rémunération, soit sur le degré de confiance à porter aux équipes. Bref, il y a tellement de leviers à travailler. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je disais que petit à petit, on n'y est pas encore, mais certaines fois, le rapport s'inversait un petit peu entre la puissance de l'employeur par rapport à celle de l'employé. Petit à petit, il y a des domaines sur lesquels les employés, notamment sur des niches, bah, c'est eux qui ils prennent le pouvoir parce que quand ils sont bons, ils ont cette capacité à poser leurs conditions. Et ça, il suffit d'écouter les employeurs, notamment locaux, sur ces sujets. Ils se plaignent de ne pas pouvoir recruter en permanence. Donc, il faut faire le lien, je crois, entre ce sujet de manque de main-d'œuvre, les sujets marque employeur. Il y a beaucoup de choses à trouver. C'est pas ça qui va du jour au lendemain faire qu'on trouvera les personnes formées pour les métiers en question. Ça, c'est un peu plus du long terme. N'empêche que pour attirer au moins du talent, des potentiels, réfléchir à ces sujets devrait les aider. Euh, Et c'est un peu pour ça que on m'a proposé de venir aujourd'hui. D'ailleurs, merci à Zuleika pour l'organisation. Et c'était parce que l'UPV, l'Union patronale locale, m'avait demandé de faire une conférence une première fois sur la marque employeur parce que ils estiment qu'il y a beaucoup de besoins chez les employeurs, chez les PME locales, dans les PME locales.